Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur ce webinaire qui est de Cassandra, qui est dédié à la région francophone et sur laquelle vont nous présenter deux de nos amis, Crispin et Denise, la situation actuelle en RDC. On est ravis que vous soyez là. On vous rappelle que cette session est enregistrée et que vous pourrez la retrouver à un moment sur les réseaux et notamment sur YouTube. Denise, Crispin, si vous en êtes d'accord, je vous propose que nous démarrions. D'abord peut-être par des présentations. Je vais me présenter moi-même et je vais vous laisser la main. Je suis Marie-Thérèse Laguerre, je suis membre du comité de Cassandra. Cassandra qui a pour mission d'amener des solutions terrain et à la fois financiers, mais aussi et surtout de connaissances pour permettre de participer en fait à l'ensemble des crises qui aujourd'hui parcourent une grande partie des régions du globe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat destiné à ce webinaire. Denise, je vais peut-être te laisser la parole et te laisser te présenter si tu veux bien. Oui, merci beaucoup, Anna. Je suis Denise Kavira Kialwari. Je suis journaliste d'abord en provenance de la République démocratique du Congo. Et aussi, je suis membre du forum local sur le climat Cassandra, où nous sommes en train de voir avec les jeunes et les femmes affectées par les changements climatiques et aussi le manque d'eau. Merci. Merci Denise. Crispin? Merci Marie. Bonjour à tout le monde. Je suis Crispin Gakani. Je suis un militaire activiste pour le climat. Je travaille actuellement avec Aid Lifeline Environmental, une organisation locale des jeunes basée à l'est de la République démocratique du Congo pour des questions environnementales et climatiques. Et je fais partie de Cassandra, du forum local en RDC. Merci. Merci beaucoup, merci pour ces présentations. Ce qui va nous amener au vif du sujet, en fait, et je vais peut-être commencer par toi, Denise, pour que on comprenne un peu ce qui se passe aujourd'hui dans la région. Est-ce que, Denise, tu peux nous faire un point un peu global de la situation, et notamment de la situation sanitaire liée à cette légère montée de la situation avec notamment tous les effets de la maladie sur le territoire. Oui, on merci. Parle bien entendu d'Ebola. Oui, merci beaucoup Marie-Thérèse. Et comme vous le savez bien, actuellement, la population de la RDC, surtout à l'est, dont nous avons l'Ituri et le Nord Kivu, est en train de souffrir de cette maladie à virus Ebola. Nous avons enregistré tas de morts et jusqu'à présent, il n'y a pas de vaccin qui a été vraiment décrété par la science. Nous avons une équipe des experts chinois qui sont venus en RDC pour faire l'étude de la situation actuelle de cette maladie. Et aussi, cette maladie apparaît dans une période très critique où la population s'intéresse beaucoup à la consommation de la viande de la brousse. Comme je peux le dire, le nom dit c'est virus Ebola à souche Bundibujo. L'histoire nous dit qu'à Bundibujo, il y avait certaines personnes qui avaient consommé la chauve-souris et c'est de là qui a commencé la maladie. Alors, cette maladie est en train de s'étendre, la communauté affectée, la population est vraiment agitée parce qu'on n'a pas encore de médicaments jusqu'à présent, on n'a pas de vaccin. Et la riposte semble très faible parce que la population n'a pas accès d'abord à l'éducation face à la maladie, à question comment on peut éradiquer cette maladie.
l'éducation est tellement faible et aussi, il y a aussi le problème d'accès au matériel. Les matériaux pour riposter contre la maladie. Bon, Non, actuellement, on a déjà construit des centres de CTE, les centres de transition pour traiter les malades, soit pour observer les malades. Il y en a un à Bunia, à Mungwal aussi, il y en a. À Butembo, on vient de construire récemment, il n'y a pas 2 jours. À Goma, on a construit et aussi à Bukavu. C'est la situation qu'on a jusqu'à présent. Mais beaucoup de gens sont en train de mourir parce que la population n'a pas encore compris. La population n'a pas encore capté les messages. Comment riposter contre la maladie. D'accord. D'accord. On va revenir de toute façon très vite sur ce que vous faites et quelles sont vos actions. Je veux bien ton point de vue, Crispin, parce que je sais que vous n'êtes pas complètement, vous n'êtes pas éloigné, mais vous n'êtes pas complètement dans la même zone et que la typographie même du pays fait que d'un endroit à l'autre, les situations peuvent être relativement différentes. Oui, oui, exactement. Merci, Marie. Bien sûr, nous sommes dans en même province, Nord Kivu. Moi, je suis basé à Goma, actuellement en ville de Goma. Et bien sûr, exactement, on remarque le même, comme Denise l'a dit, le même cas similaire à Goma aussi, avec des mesures aussi, barrières qui ont été un peu renforcées sur le plan de frontières avec les Rwanda et de Ouganda et d'autres pays qu'on partage. Ce qui fait assez que la population aussi, la vie sociale de la population soit aussi encore beaucoup plus dure, mais encore de plus en plus dure. Et cela favorise aussi peut-être certaines non-inclusions de communautés, parce que certains qui faisaient des trafics peut-être transfrontaliers aux approches avec les Rwandais, en tout cas, c'est vivre facilement leur mouvement, leur business est un peu interrompu. Alors, du coup, ils savent plus par où s'approvisionner, s'apprendre. Alors, vous voyez comment ça affecte sincèrement toute une communauté ici, c'est en place. Voilà. Bien sûr. Bien sûr, l'effet est au-delà de l'effet sanitaire, il y a tous les effets de bord et notamment les effets de bord économiques qui vont commencer à se ressentir et vous avez raison de le souligner, Crispin. Du coup, peut-être que je vais continuer avec vous, Crispin. Aujourd'hui, c'est dans vos actions, qu'est-ce qui… voilà, comment vous accompagnez ces thématiques. Denise le soulignait, c'est l'effet entre le rapport de l'humain au monde, je veux dire, animal plus sauvage et quelque part un peu au démarrage de l'ensemble de ces nouvelles maladies qu'on voit, même si aujourd'hui c'est malheureusement plus si nouveau cette maladie. Mais vous, comment vous interagissez et qu'est-ce que vous apportez par le biais de vos actions? Merci. Je crois que le premier narratif, beaucoup plus ce que nous œuvrons aussi dans la vie, c'est beaucoup lié, beaucoup plus à la sensibilisation. Parce que nous essayons aussi de sensibiliser beaucoup plus les communautés aux alentours sur les risques du maladie, bien sûr, et comment se prévenir avec les mesures, les gestes et barrières qui ont été proposés avec par notre gouvernement et le ministère en collaboration avec le ministère de la Santé, bien sûr. Et aussi à sensibiliser aussi autour de communautés riveraines qui vivent aux alentours des aires protégées, notamment le parc des Virunga. Vous savez, ce sont des maladies qui sont d'origine beaucoup plus animale, à travers la consommation des animaux, tout ça. Et la plupart souvent, ce sont des communautés riveraines qui pratiquent des actions de la chasse dans l'océan du parc et des braconnages au sein des espèces. Que ces espèces-là finissent toujours dans peut-être leur ventre, pouvoir les consommer, tout ça régulièrement. Alors, ce sont des actions qu'on fait sur le terrain, c'est de sensibiliser, attention avec les maladies, attention avec la consommation de ces animaux, au risque même de se contaminer, d'avoir des souches de la maladie, pareil. Voilà. Ce sont parmi peut-être des actions sur le terrain jusqu'à présent, de premières actions, qu'on essaie un peu de faire à notre niveau. Voilà. D'accord. On va revenir sur ce que vous faites, Crispin, parce que je sais que pour vous, l'enjeu, il est plus grand. L'enjeu, il est justement de permettre un transfert quelque part culturel alimentaire pour pouvoir sortir de cette consommation
animalières un peu qui sont plutôt de la forêt et d'aller vers quelque chose de plus végétal pour justement mitiger l'ensemble de ces risques. Mais on va revenir tous les deux dessus sous peu. Denise, juste pour que vous nous expliquiez dans les actions, parce que je sais que vous avez fait beaucoup d'actions, notamment de sensibilisation autour des sujets d'accès à l'eau, aujourd'hui également autour des accès à l'assainissement. Est-ce que vous pouvez juste nous raconter aujourd'hui comment vous œuvrez pour participer pleinement à cette malheureusement crise qui affecte la région? Oui, Madame Marie-Thérèse, par rapport à l'activité que nous sommes en train de mener aujourd'hui, nous avons commencé d'abord par la sensibilisation à l'accès à l'eau et à la gestion de l'eau. Vu que la population de Nord Kivu n'a pas accès à l'eau, même s'il y a une eau abondante dans la ville, mais la population n'arrive pas à accéder à cette eau, la population n'arrive pas à avoir cette eau. C'est pourquoi on a essayé de faire une campagne de sensibilisation. Le peu d'eau qu'on a, on peut essayer de les garder, de les protéger. Fort malheureusement, la maladie, l'épidémie virus Ebola vient de s'intercaler à cette période où nous sommes à la sécheresse, la population n'a pas d'eau et cette maladie aussi vient d'intercaler là-bas. On trouve qu'il y a un dilemme devant la population parce qu'il y a le problème de manque d'eau qui renvoie la population à l'insalubrité. Si je peux dire, l'insalubrité totale dans la ville, on a constaté à Beni, que ce soit à Butembo, on trouve que la gestion des déchets, c'est vraiment un grand problème qui bloque l'assainissement dans la ville. Alors, quand nous sommes en train de faire notre sensibilisation par rapport à l'assainissement, par rapport à l'accès à l'eau, on a trouvé que les enfants ou les élèves sont devenus plus sensibles, plus vulnérables par rapport à la situation en question. Et c'est pourquoi nous sommes allés à l'école pour essayer de sensibiliser les autorités par rapport à la maladie, comment ils peuvent protéger les enfants, aussi contre les insalubrités dans le milieu et aussi contre la maladie. Oui, je comprends effectivement que le rapport en fait entre eau et assainissement et maladie en fait est clairement établi. Et aujourd'hui, vous, c'est au-delà de ce que vous avez fait jusque-là de sensibilisation à l'environnement, les actions que vous allez mener vont être plus ciblées sur les sujets d'accès à l'eau, du fait de la sécheresse. Elle dure combien de temps cette période de sécheresse pour vous? Parce qu'on comprend que ça, du coup, ça amène aussi tous les effets de bord sur l'assainissement. Combien de temps vous voyez ça durer pour vous, ce besoin d'accès à l'eau? Cette période ici, c'est un peu compliqué parce que nous avons commencé la période de la sécheresse avant même que ça commence comme d'habitude, comme on les connaît. C'est depuis très longtemps. Alors, c'est-à-dire qu'automatiquement, ça va prolonger. Et selon les calendriers agricoles, la période pluvieuse devait commencer d'ici là au mois de juillet. Mais comme ça s'annonce vraiment, on ne voit pas tellement quelque chose de très bon parce que les agriculteurs sont en train d'annoncer que donc leur culture a été impactée par le soleil actuellement. Ok, c'est une excellente transition pour Crispin parce que je sais toute la défense que vous avez, Crispin, sur le sujet de la déforestation. Et là, pour le coup, on pense qu'il y a effectivement probablement un corollaire relativement grand entre une déforestation qui est relativement intense dans un lieu pour autant qui en Afrique est plutôt vu comme le poumon de l'Afrique. Comment dans vos actions, vous arrivez à faire le corollaire entre cette déforestation, les sécheresses qui sont de plus en plus longues, des périodes de sécheresse qui sont de plus en plus longues, une région qui pourtant est
connu pour être riche en eau, mais pas forcément riche en eau potable, accessible facilement. Voilà, merci. C'est ce que je faisais suite à ce que Denise avait mentionné. Hein. Vous savez, notre pays, on savait tout avant, bien sûr, avec une saison beaucoup plus déterminée, peut-être 6 mois de saison sèche et 6 mois de saison pluvieuse. Mais Oui. actuellement, depuis un certain temps, il y a eu un prolongement énorme des saisons sèches qui est la saison pluvieuse. Voilà, vous pouvez voir, à chaque septembre, avant, on savait, de début du mois de septembre, commencer avec la rentrée scolaire était débutée par des saisons pluvieuses avant. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Il y a un prolongement. Vous voulez voir, même septembre, il y a saison sèche. Tout cela, c'est lié à quoi? C'est suite à ces déforestations massives-là qui provoquent aussi quand même ces changements climatiques et qui affectent aussi des communautés, tant au niveau agricole, les agriculteurs beaucoup plus, qui en subissent ces effets-là, de ces impacts de ces sécheresses par rapport à l'agriculture, qui devient de plus en plus un peu sombre, qui ne parvient pas à récolter en termes de quantité énorme ce qu'il faisait avant. Voilà, et tout cela, les changements climatiques, au-delà de ça, ça a un impact aussi sur la santé mentale. Vous pouvez voir que c'est un cercle vicieux de choses qui s'interagissent entre eux et qui provoquent toujours de mêmes impacts, des dégâts, au fur et à mesure assez conscients, et qui fait assez que l'homme soit peut-être victime, sincèrement, victime de ces aléas-là. Aujourd'hui, nous avons un maximum de déforestation dans les aires protégées, notamment dans nos parcs, que ce soit le parc de Kahuzi-Biega, le parc de Virunga. Et c'est là, c'est suite à l'usage de ces arbres pour la production de la biomasse, c'est-à-dire de bois de chauffage pour rechercher des énergies et qui conduisent aussi à certaines espèces de pouvoir migrer leur habitat parce que leur habitat est beaucoup plus menacé. C'est là, suite à cette menace, les espèces tentent à quitter leurs endroits pour aller chercher d'autres endroits qui seront aussi un peu mieux sécurisés. Alors, ce qui confondent souvent à ces conflits-là entre hommes-faune, parce qu'on le remarque beaucoup plus dans les communautés riveraines qui tuent des espèces de gorilles, qui tuent des hippopotames. Et cela devient quand même des normes majeures et qui peut aussi liées aussi à la santé. Voilà. Après avoir leur tué, ils les consomment, ils se servent comme des viandes de consommation. Voilà. Tout ça avec ces cycles-là intervient aussi leurs impacts et là où revient aussi l'aspect sanitaire. Merci. Oui, merci beaucoup, Crispin, c'est très clair. Et je vais juste rebondir parce qu'on a l'aspect sanitaire, mais on sait aussi que sur cette déforestation, et je me rappelle sur certains de nos webinars où vous nous alertiez que pendant la saison des pluies, justement, on a ou pas assez d'eau ou on a trop d'eau. Et quand la saison des pluies arrive, là aussi, on se retrouve avec des inondations, avec des endroits où les maisons sont emportées, où des vies sont emportées. Et donc, c'est bien, en fait, ça, en fait, le rapport au moment où on manque d'eau et au moment où on a trop d'eau, comment ça se gère et comment vos actions viennent aider à mitiger ces risques-là. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà, c'est à partir de nos actions que nous essayons un peu de faire, ce que j'avais mentionné au début, de ça, des campagnes de sensibilisation, pour essayer de sensibiliser les communautés riveraines à pouvoir quand même abandonner ces pratiques. S'il y aurait quand même, en termes d'appui, peut-être les accompagner d'une autre manière à travers l'agriculture résiliente, l'agriculture verte, qui puissent pratiquer cela et abandonner sincèrement la chasse, peut-être le braconnage des espèces et la déforestation des arbres dans le parc. Cela aurait beaucoup plus accentué cette résilience et à limiter quand même cette propagation de maladies, de Ebola, et aussi limiter cette dégradation. Très bien. Du coup, et après, je reviendrai vers vous, Denise, mais aujourd'hui, Crispin, dans vos besoins, quand vous les identifiez, quelles sont les choses qui vous sont le plus utiles? Cassandra, comme vous le savez, essaie d'apporter effectivement un apport qui est un apport à la fois financier, mais également de compétences. Et je pense que c'est un mélange des deux qui fait l'efficacité. C'est la capacité à amener le financement directement auprès des gens qui en ont besoin, c'est-à-dire il n'y a pas de déperdition dans la capacité financière, c'est de vous
enfin en tout cas de Cassandra directement auprès des gens qui agissent localement. Donc, c'est littéralement 100% du financement qui arrive sur le terrain et ça, je pense que c'est important. Et c'est également cette capacité d'aide, en fait, en termes de connaissances, en termes d'apport scientifique pour améliorer les choses. Vous, aujourd'hui, du coup, dans ça et au-delà, de quoi vous avez besoin? Voilà, exactement. Les besoins sont énormes. Vous savez, c'est toute une population qui en souffre. Notamment avec les inondations aussi, parce que j'aimerais soulever aussi ces points-là liés par rapport à nos actions dans le cadre toujours de Cassandra. On a eu à faire en descente vers Kalehe. C'est un territoire qui avait été frappé par de séries des inondations qui ont frappé et ont causé plusieurs victimes, donc de pertes en vies humaines et en vie matérielle. Voilà, le véritable besoin qu'on a ressenti auprès de la population, c'est cet accompagnement-là, parce qu'on a eu à interroger les communautés locales qui ont fait face à ces aléas-là, ces inondations-là. C'est cet accompagnement-là, et l'accompagnement peut être dans les appuis de leurs activités génératrices de revenus, parce que cela aurait favorisé quand même cette capacité de résilience du point de vue local, et de parvenir aussi à gérer ces émotions-là psychologiques parce qu'ils ont toujours tendance à naître à chaque séquence de pluie, à chaque intention de pluviométrie, de pluie qui s'abattent sur la région. Ils ont toujours tendance à croire quand même que c'est le même drame pour le père revenir et leur tuer un peu. Vous voyez, on fait ça. Alors, pouvoir gérer ces capacités psychologiques pour essayer de détraumatiser leur sens, tout ça, et aussi les accompagner sur le plan peut-être financier avec des activités génératrices de revenus, notamment l'agriculture verte, parce que la plupart d'entre eux n'ont pas d'emploi, ils sont sous-emploi, des communautés, les mamans, les dames, parce que c'était de véritables histoires qu'on a pu raconter là sur le terrain et qui veulent quand même ces accompagnements-là pour mettre cette résilience à travers l'agriculture résiliente, s'ils pouvaient en avoir de graines, de semences, des agricoles, pouvoir abandonner aussi ces pratiques et aller chercher quand même du bois de chauffage dans le parc. C'est les outiller parce qu'ils n'ont pas aussi accès à l'énergie, parce que l'énergie, c'est très capital pour eux. C'est cette façon qu'ils partent même dans des parcs pour déboiser, essayer de voir du bois de chauffage pour venir chauffer et survivre, satisfaire à leur survie de bois. Alors, si on pouvait les accompagner aussi être dans leur pratique de production des énergies locales, c'est-à-dire de briquettes écologiques, des activités alternatives des revenus et qui pourront quand même le faire abandonner de ces pratiques-là, la pression dans les aires protégées et diminuer quand même leur stress-là par rapport aux inondations qu'ils ont eu à survivre. C'est aussi important. Merci. Merci beaucoup, Crispin. Je reviens vers vous, Denise. Du coup, on voit bien en fait les effets de la déforestation et des impacts. C'est un peu la cerise sur un gâteau qui est déjà extrêmement complexe à ingérer. Je voudrais voir avec vous, Denise, aujourd'hui, dans les actions que vous menez, et je sais que vous avez fait un très beau programme de sensibilisation sur les accès à l'eau et que le gouvernement local vous demande de les accompagner sur des sujets plus larges d'assainissement, mais également de sensibilisation autour de Ebola. Comment vous l'envisagez? Qu'est-ce que vous pensez apporter de plus et faire de plus et de quoi est-ce que vous auriez besoin pour ça? Oui, comme vous le savez, sur toute l'étendue de la République, nous avons un programme de l'école assainie. Alors, quand les autorités m'ont demandé de travailler sur ça, moi, je me suis dit, oh là là, c'est une très bonne opportunité pour Cassandra parce que nous allons être en collaboration directe avec les enfants qui sont les messagers, les porteurs de l'information auprès de leurs parents. Une fois qu'un enfant est sensibilisé aujourd'hui, c'est presque tous les quartiers, son voisin aussi sera informé, sa maman sera informée, tout le monde à la parcelle sera informé. Alors, nous, quand on a vu la pertinence de la situation, les autorités, en échangeant avec eux, ils nous ont recommandé de faire un large programme de toute une année. Ils ont toute une année scolaire et
voir comment on peut échanger avec les autorités et avec les élèves. Premièrement, nous avons pensé peut-être à élaborer un plan sur l'éducation et la formation des enseignants et les gestionnaires des écoles, afin qu'ils puissent comprendre d'abord c'est quoi l'importance de l'assainissement à l'école. Un élève qui est dans un endroit sain, un environnement bien assaini, il apprend très facilement et il se sent à l'aise parce qu'il est dans un endroit qui est propre, qui est bien protégé pour son apprentissage. Tandis qu'un élève qui est dans un endroit qui est très encombré, très sale, il a des difficultés à apprendre. Alors, c'est pourquoi on devait d'abord faire comprendre aux autorités c'est quoi la pertinence de cette thématique, la pertinence de l'assainissement et aussi l'accès à l'eau à l'école. Parce que quand on fait l'entretien, il faut avoir de l'eau à l'école. C'est ça d'abord la première phase que nous sommes en train de vouloir entamer. Et après ça, c'est à ce moment-là que nous allons rejoindre les élèves au milieu scolaire au mois de septembre. Alors, vous avez demandé comment nous pouvons faire ou bien qu'est-ce que nous projetons pour réaliser notre programme. Tout à fait. Premièrement, ce que nous voulons concrètement pour réaliser ce programme, c'est d'abord lutter contre l'insalubrité au niveau scolaire. Parce que Ebola, la diarrhée et d'autres maladies sont appelées des maladies sales, sont dites à la saleté. Alors, une fois on arrive à apprendre à la fois à se protéger contre ces saletés, on espère bien que la contamination sera vraiment diminuée et on n'aura pas d'impact au niveau scolaire. Et puis, c'est pourquoi on est en train de mettre en place les mécanismes d'avoir d'abord les ouvrages et les partenaires qui sont avec nous ici. On leur demande de nous aider à avoir des ouvrages contenant les matières qu'on va donner à ces enfants. Bien sûr, nous avons la matière, mais c'est trop peu. Au niveau national, au niveau international, que font les autres dans l'éducation environnementale? C'est vrai, nous avons notre manière qu'on est en train d'utiliser et maintenant, nous voulons l'accompagnement de tous, des ouvrages qui vont nous aider à concrétiser la pratique de notre matière au niveau scolaire et aussi à avoir des matériels, les matériels qui vont aider les enfants à comprendre comment ou bien quelles sont les pratiques d'hygiène qui vont nous aider à nous protéger contre cette maladie qui est en train de ravager autant de personnes dans notre milieu, qui a laissé des traumatismes. Sans oublier, nous avons connu une période très mauvaise, très difficile, due à la maladie, à virus Ebola, en 2021. Oui. Des gens ont une histoire qui n'est pas tellement très bonne par rapport à cette maladie-là, parce qu'il y avait une période où on arrivait à récupérer n'importe quel malade dans la maison, disant qu'il est aussi cas suspect. Et puis quand on cherche à l'isoler, les gens commencent directement à spéculer beaucoup de choses autour de ça. Alors actuellement, on voudrait assez que les gens arrivent à comprendre que c'est une maladie contagieuse et qui est mortelle. Et quand on arrive à faire ça et à trouver des matériels à nous protéger contre ça, à éradiquer la saleté autour de nous, surtout à l'école, à protéger la vie de ces enfants-là qui sont les présidents de demain, alors ça sera pour nous un gain de soulagement et une ouf de soulagement. Ah, j'entends bien et j'arrive à faire vraiment le rapport entre ce que vous dites, Denise, et ce que dit Crispin. Je pense qu'il y a vraiment le fait de comprendre comment cette maladie arrive. Et il y a les deux pans, parce que vous parlez tous les deux de comment la maladie arrive sur deux aspects un peu différents. Denise dit c'est une maladie qui est liée en fait à de l'insalubrité. C'est effectivement les maladies des mains sales, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a réglé ce problème-là, on arrive à
mitiger et à atténuer le rapport épidémiologique et de virus. Et Crispin, vous dites, est tout aussi vrai, il faut éloigner en fait l'usage, la consommation dans le système un peu forestier pour là encore mitiger et diminuer l'aspect viral de la maladie. Et Non, ce que je note… Si je peux expliquer un peu? Bien sûr, bien sûr. Ok, d'accord. Nous avons deux tendances de populations qui sont affectées par cette maladie. Il y a ceux qui sont près du parc, ceux qui sont près du lac et ceux qui sont en la frontière avec Bundibugyo, disons l'Ouganda, le pays qui était le premier à contacter la maladie. Et aussi ceux qui sont épais à l'écart, qui accueillent le visiteur à provenance de ces milliers qui ont été contactés ou affectés par la maladie. Dans le milieu où je suis ici maintenant à Butembo, il n'y a pas vraiment la teneur de cette maladie et les gens ne sont pas tellement en contact avec les animaux forestiers ou bien les animaux sauvages. Ici, chez nous, la chaîne de contamination, c'est les cas contact par contact. Tu as été en contact avec la personne qui aurait été à la base ou à la souche là où la maladie a commencé. Tu quittes là-bas, ça te faire soigner. Tu viens à Butembo, à Beni ou à Bukavu, tout en ayant ces signes-là à toi, les symptômes, mais sans le savoir, c'est après maintenant quand la maladie commence à aggraver ou quand tu es déjà dans la communauté que cette maladie commence à se propager au milieu des autres personnes. Et j'ai essayé de simuler la situation hygiénique, la situation d'hygiène et la situation de la maladie. Disons, quand j'essaie de simuler les deux situations-là, c'est quand on dit souvent de nous laver les mains pour éviter de toucher d'autres personnes. Ce sont des gestes qui sauvent contre la maladie à virus Ebola. Alors, chez nous, comme la santé est exposée face à cette insalubrité, il y a la pollution de l'air. Quand vous arrivez dans des endroits, il y a des milliers où vous êtes obligé de porter les cache-nez toute la journée parce qu'il y a l'odeur qui risque de vous tuer à cet endroit ou bien qui risque de vous fragiliser et devenir malade. C'est dans ce sens-là que nous avons récupéré cette situation-là de l'insalubrité et apprendre aux gens à faire, disons, à faire l'hygiène ou soit à rendre le milieu propre pour que la gestion des déchets aussi soit directement inclus dans leur comportement de chaque jour, dans leur manière de vivre. Car vous allez trouver aujourd'hui, il y a les déchets plastiques qui sont en train de polluer nos rivières, nos lacs et partout. Jusqu'à arriver à Kinshasa, vous trouvez, il y a les inondations qui sont causées par ces déchets plastiques qui ont été stockés et qui sont bloqués dans des terrasses, qui sont bloquées dans des caniveaux qui n'ont pas été bien traités ou soit qui sont bloqués dans de tels endroits et qui retiennent des moustiques, qui retiennent beaucoup de microbes là-bas. Les enfants sont exposés à cela et derrière certaines écoles, ça vous mentir, il y a de ces gens-là qui ont pris ça comme poubelle publique. Il y a des personnes qui se sont engagées, qui se sont donné le courage de faire les concessions des gens de poubelles publiques. Alors, pour retirer ça dans la mentalité des gens, nous avons opté à faire cette éducation-là environnementale, bien sûr, basée sur l'assainissement, l'accès à l'eau et l'hygiène. Bien sûr, bien sûr. Non, non, c'est très clair. Je pense que vous exprimez et vous expliquez extrêmement bien le côté un peu holistique du sujet et que les effets de répercussion sont ultra importantes. C'est de la pollution plastique qui amène quelque part une pollution
des espaces de traitement des eaux usées qui elles-mêmes génèrent en fait des eaux qui du coup sont très insalubres et donc très propices à l'augmentation de l'ensemble des pathogènes nombreux et celui de Ebola y compris. Et c'est bien de dire effectivement, il y a bien deux territoires. En fait, il y a plusieurs territoires et la façon dont on les aborde sur la maladie ne sont pas les mêmes. Il y a ceux qui habitent en bord de forêt et donc dont les systèmes culturels ou socioculturels leur font attraper la maladie d'une façon. Il y a ceux qui habitent plus du côté des lacs et qui l'attrapent d'une autre façon, mais ça montre bien la relation entre la gestion de l'environnement et les effets des maladies et notamment le développement des virus chez les hommes. Aujourd'hui, dans vos programmes, en tant que lead des forums Cassandra en local, voilà, qu'est-ce que Cassandra vous apporte et comment ça facilite pour l'un et pour l'autre, peut-être pour Crispin, et puis ensuite je vous redonnerai la parole, Denise, comment Cassandra, qu'est-ce que ça vous apporte et comment ça vous facilite la façon dont vous travaillez et dont vous venez aider ces communautés? Merci Marie. Premièrement, je veux dire, le soutien de Cassandra, ça se trouve en deux volets. Premièrement, c'est peut-être un soutien technique, c'est à travers des sessions, c'est comme nous faisons toujours, dans le cas de raconter l'histoire, de vrai vécu de ce que nous vivons comme défi dans notre pays. Et essayer de voir, trouver des solutions ensemble, de proposer des solutions d'une manière un peu plus spécifique liée à notre région. Et deuxième lié, je veux dire, c'est un soutien peut-être apport, peut-être soutien financier, qu'on a eu peut-être à faire des actions dont nous avons eu à faire des activités descentes sur le terrain avec les mamans à Mukondo et l'autre descente vers Calais, dans le cadre toujours d'accompagnement, dans les cadres de comprendre qu'est-ce que les inondations y à faire dans ces régions et comment apporter quand même des accompagnements à ces dames-là. Et aussi, l'autre là de Mukondo était lié par rapport à une capacitation sur le terrain, sur le farm, dans l'agriculture résiliente, l'agriculture verte, pour limiter quand même cette pression-là aux alentours de parcs de pression dans les forêts et dans les parcs. Voilà, ce sont les deux soutiens peut-être de deux niveaux différents qu'on a eu peut-être à Kassandra et qui continuent toujours à nous accompagner à présent et qu'on aimerait aussi peut-être à la longue, dans le futur, d'accroître quand même cet engagement-là, ces soutiens, et c'est beaucoup plus large et plus étendu envers d'autres couches de personnes qui en souffrent, qui en font même aux différents défis. Voilà, merci. Merci beaucoup, Crispin. Et du coup, Denise, un peu la même question pour vous. Aujourd'hui, dans votre position au sein de Cassandra, en tant que lead du local community Cassandra, qu'est-ce que ça vous apporte? Voilà, comment vous accaparez de cette mobilisation pour accélérer vos actions? Oui, Cassandra nous a beaucoup aidés. Premièrement, Cassandra nous a permis d'être en collaboration avec beaucoup d'experts de la place et aussi au niveau international. On a essayé de collaborer avec ceux qui travaillent dans les bassins du Congo. Grâce à Cassandra, nous avons contacté des universités, par exemple l'université de Kinshasa, dans le cadre scientifique. Surtout l'étude basée sur l'eau. Nous sommes en train de travailler avec l'université de Kinshasa et le bureau de l'étude régionale sur l'eau. Et en tout cas, ça va très bien. Ici, localement, nous travaillons avec l'université de l'Assomption au Congo, qui nous accompagne d'ailleurs dans la recherche qu'on est en train de mener aujourd'hui sur les inondations, les glissements de terrain en ville de Butembo, où vous trouverez plus de 1000 ménages dans plusieurs coins ont été ravagés par ces glissements de terrain.
Et puis, ces habitats sont aujourd'hui des déplacés climatiques. Ils ne savent pas où aller. Ils sont en train de bricoler, de grignoter avec la psychologie qui est tellement troublée aujourd'hui. Certains qui sont dans des problèmes psychiques. Mais avec Cassandra, nous avons eu le temps de rencontrer tous ces gens et de faire un beau travail. On a essayé d'écrire des articles là-dessus. Avec Cassandra, on a multiplié l'impact de notre sensibilisation. Avant, on les faisait juste en ligne ou soit par écrit entre 2 ou quelques personnes. Mais aujourd'hui, nous avons eu le temps de rejoindre certaines radios partenaires qui ont accepté de collaborer avec nous. Et cela, c'était grâce au financement que Cassandra nous a donné, qui nous a aidé à nous déplacer dans le terrain, à aller par-ci, par-là avec d'autres journalistes. On est en train de faire un très beau travail. Et aussi, Cassandra nous accompagne. Je pense que nous avons un peu perdu Denise, mais qui va pas tarder à se reconnecter. Mais c'est vrai que juste, moi, les locaux peuvent bien travailler. On vous avait un peu perdu, Denise, et je comprends bien, en fait, effectivement, que vous nous racontiez l'impact de Cassandra et notamment des Science Embassy, tous ces ambassadeurs de la science qui viennent apporter leurs connaissances et leur soutien dans le programme. Est-ce que c'est bien ça? Oui, il y a ça et il y a aussi le soutien financier pour améliorer la qualité de notre sensibilisation en collaboration avec d'autres radios, les partenaires. Ouais, non, mais c'est très bien. On l'a vu ce matin, on était déjà en réunion avec une autre ONG et on voit bien que le fait de pouvoir s'appuyer sur la connaissance d'autres parties du monde qui, sans être les mêmes choses, peuvent amener une capacité à faire du copier et adapter certaines de leurs pratiques, notamment en termes de sensibilisation. Et c'est vrai qu'on a eu un très bel exemple ce matin lors d'une réunion avec la région Asie du Sud-Est. Moi, aujourd'hui, la question que je pourrais me poser et que je vous pose tous les deux, c'est quel est, à votre sens, dans un monde idéal, quelle serait la meilleure politique aujourd'hui en termes environnementaux, en termes sanitaires pour votre région? Et vraiment, c'est dans le meilleur des mondes possibles, ce serait quoi un monde idéal pour vous de ce point de vue-là? Peut-être Crispin? Merci. Je commence avec la politique environnementale. Sincèrement, c'est premièrement la meilleure politique pour nous, c'est d'intégrer quand même, faire partie de ces communautés-là dans de prise de décision, être aux acteurs au centre d'action. C'est une très belle approche qui pourront quand même peut-être à la longue diminuer, réduire quand même tous les impacts environnementaux, toutes les pressions qu'ils subissent au dépend du changement climatique, aussi l'aspect sanitaire, c'est-à-dire développer cette approche à travers de groupes locaux, c'est-à-dire de communautés locales de base qui pourront quand même être à chaque fois à l'écoute de l'information et qui partagent des informations régulièrement sur des actions, changements qui font partie et même des solutions dans leur mise en œuvre. Absolument. Et intégrer les approches, c'est-à-dire leur savoir, bien sûr, parce Absolument. Que souvent aujourd'hui, les savoirs des communautés locales sont bafoués dans des approches beaucoup plus de résolution. Si on intègre ces approches, leur savoir, ça aura beaucoup plus d'impact pour la réduction, tant pour l'aspect environnemental et pour l'aspect sanitaire. C'est aussi très important. Merci. Je vous rejoins complètement. Je pense que c'est une grande vérité de savoir aussi remettre les connaissances locales. Le savoir, il est partout. Il est
et comment elle est intégrée, voire connectée à du savoir autre. Tous les savoirs se valent, ils sont différents, mais ils se valent tous, et pour amener des solutions très pratiques sur le terrain pour améliorer les situations. Et vous, Denise, ce serait quoi pour vous, dans un monde idéal, les meilleures politiques si on avait un affranchissement de la barrière financière? Oui, je reviens à ce que Crispin vient de dire. Surtout soutenir les solutions locales et les solutions que proposent les communautés locales, parce que ce sont eux qui connaissent les vrais problèmes de leur milieu. Une personne étrangère peut venir avec des solutions, mais qui ne touchent pas aux problèmes. Cette solution n'aura pas d'impact dans la communauté. L'approche de Cassandra nous aide à nous rapprocher de la population et à mieux comprendre l'impact visible des changements climatiques dans notre milieu. Et aussi, je voudrais que d'autres organisations s'inspirent du modèle de Cassandra, financer les vrais acteurs qui sont dans le problème ou soit qui sont en train de gérer les situations climatiques et non des institutions qui ont l'histoire juste de ce que traverse la population, mais ils ne savent même pas de quoi il s'agit dans le vif de la vie de cette population. Bien sûr, bien sûr. Non, non, c'est très vrai, et vous le soulevez bien, on en a parlé un peu au début de ce webinaire, cette capacité via Cassandra d'aller impacter directement, parce que finançant directement le besoin exprimé par la population et pas un besoin qu'on a supputé exister, parce qu'il y a ce qu'on voit quand on est à l'extérieur et ce qu'on ressent qu'on est à l'intérieur de la situation. Et donc, comment, en fait, on amène des solutions au moment où on en a besoin. C'est concrètement, il faut assurer un trajet d'un endroit A à un endroit B pour déposer du matériel à une population. C'est ce trajet-là qu'on finance, c'est cet apport-là direct qu'on finance pour que ça se fasse. On va être pas très loin de la fin de ce webinaire, mais on a encore un peu le temps de peut-être échanger sur quelque chose que vous avez mentionné plusieurs fois, Crispin, et je vous en ai beaucoup entendu parler, qui est l'aspect psychologique des choses. Denise aussi l'a mentionné, parce que je pense que c'est un aspect qu'on a tendance à négliger, parce qu'il y a l'aspect physiologique qui prédomine, il y a le fait de devoir rester physiologiquement en vie, mais l'aspect psychologique est tout aussi important. Et comment vous l'adressez l'un et l'autre dans vos actions. Et vraiment, je pense qu'on n'en parle pas assez et qu'il faut le mettre plus sur la table, ce sujet-là. Oui, oui, exactement, Marie. Vous savez, c'est une question très capitale. Si on compte avoir des impacts peut-être physiologiques sur le terrain, on doit commencer par cet aspect-là psychologique pour traiter cela. Et c'est un aspect très capital qui peut être dans la plupart des temps des communautés qui sont affectées par des crises, des catastrophes. En tout cas, ça demeure toujours dans leur mémoire, ça demeure dans leur mental. Alors, pour le faire sortir de ces histoires, de ces annales, ça demande d'énormes travail qui peut-être nécessite d'accompagnement, peut-être beaucoup de travail, de beaucoup de durée de temps, nécessite d'accompagnement sur tout le plan. Sur tout le plan. Parce que premièrement, il peut se sentir, par exemple, je prends le cas de Calais dont nous étions pour essayer un peu de voir raconter l'histoire de ces communautés. C'est une dame qui te dit quand même qu'il a perdu presque toute sa famille, sa maison, ses biens dans les inondations, qui ont apporté presque tout, et qui ne se trouve avec rien du tout sur elle. Alors, et c'est là, reviennent à chaque fois qu'il y a quand même, peut-être qu'il y a des crépitements de pluie, à chaque crépitement de pluie, lui, il repense toujours à ces événements, il repense toujours à ces catastrophes qui peuvent servir au point. Vous imaginez un peu ça. Alors, faire sortir ces images dans la tête de la personne en question, ça demande d'énormes travail et ça prend beaucoup du temps. Et je crois sincèrement que c'est son besoin réel
qui présente sur le terrain, qui peut le faire sortir dans ce contexte-là. Par exemple, certains nous disaient quand même qu'ils préféraient aller faire quand même de l'agriculture pour essayer un peu de voir comment est-ce qu'ils peuvent subvenir à ces besoins. Là, pour eux, ça c'est un modèle de soulagement pour eux et le faire oublier tout ce qu'ils ont passé, tout ce qu'ils ont traversé et commencer à avoir une nouvelle vie. Voilà, c'est cette approche-là qu'on essaye un peu de narrer et que ça pourrait être beaucoup plus effrayant. C'est très intéressant et c'est très important. C'est vraiment très important de poser ça et je pense qu'on clôturera probablement sur cette thématique-là. Denise, et vous, de votre côté, ce qu'on nous, on a appelé un peu plus tôt dans une réunion qu'on avait eue un peu plus tôt ensemble, cette notion un peu psychologique, un peu de gestion sociale et sociétale autour de ces enjeux et à la fois climatiques et de crise, qu'elles soient écologiques ou sanitaires. Comment vous l'intégrez? Oui, Marie-Thérèse, chez nous, on essaie d'abord d'utiliser l'approche de brainstorming. Nous racontons la personne physiquement d'abord. On essaie d'échanger avec lui qui a été impacté. On lui pose des questions pour comprendre son cas. Et puis, on lui parle. On cherche un spécialiste qui peut expliquer comment trouver solution à ces problèmes. Ça, c'est d'abord la première stratégie qu'on utilise. Et tandis que, par exemple, ceux qui ont été impactés par les inondations, on leur a dit de planter les arbres auprès de leurs parcelles pour soutenir le sol qui est en train de glisser et aussi aider peut-être à recueillir l'eau qui est en train de s'accumuler, qui est en train de couler pour que ça s'accumule dans ces arbres-là. Oui. Et aussi à d'autres, on leur a recommandé d'avoir le système de raccordement ou bien de collecte d'eau de pluie autour de leur maison pour que cela leur permette aussi de garder quand même l'équilibre de la parcelle. Parce qu'une fois, quand la pluie continue à dégénérer et que l'on n'a pas le système de collecte d'eau, ça crée des érosions dans les parcelles par-ci, par-là. Et autre chose, il y a ceux-là qui sont affectés par les éboulements, les écroulements des sols. Ceux-là, parce que psychologiquement, ils sont tellement malades jusqu'à présent, si je peux le dire. On repère Denise un peu de temps en temps. Est-ce que Denise, est-ce que vous nous entendez? Je pense que Denise a quelques… Il quitte l'endroit, il se déplace dans un milieu et un autre, soit chez les voisins, en attendant que la meilleure solution arrive. Et c'est juste ça qu'on essaie de donner avec la technique que nous utilisons. Non, mais c'est effectivement très intéressant comme approche et c'est vrai que c'est en vous entendant, parce que pour être très honnête, je n'aurais pas envisagé la perspective psychologique et sociologique de ces désastres, qu'ils soient écologiques ou sanitaires. C'est qu'on est tellement concentré dans le fait de préserver physiologiquement la vie qu'on n'a peut-être pas assez d'attention sur l'aspect psychique de ces enjeux-là et du temps long que ça demande pour réparer les aspects psychiques, que ce soit chez les adultes et que ce soit chez les enfants. Après, je pense que le sujet de l'enfant, et vous le nommiez, Denise, est fondamental. Ce sont les décideurs de demain. Ce qu'on leur apprend aujourd'hui, c'est ce qu'ils appliqueront demain. Donc, d'où l'importance, et je pense que le fondement de ce que vous faites, c'est de former des esprits de demain. C'est de former ceux qui vont penser un monde de demain. Et c'est cette jeune génération qu'il faut préserver, qu'il faut accompagner, à qui il faut donner les outils et la compréhension. Et Denise, vous le disiez, c'est ce qu'un enfant sait, une fois qu'il le sait, c'est lui qui devient un peu l'éducateur de toute une communauté.
Et quand un enfant prend conscience, l'adulte est obligé de prendre conscience. Quand un enfant vient vous dire, bah, ah non, tu ne peux pas faire ça comme ça, il faudrait faire ça comme ça. Parce que ça, c'est ce que la science dit, c'est ce que mon maître m'a expliqué, c'est ce que on m'a dit à l'école. Et ça ramène aussi, et peut-être pour finir avec là-dessus, Denise, sur comment on forme justement ces formateurs, comment on forme, comment on accompagne cette communauté d'éducateurs, ce sont les maîtres, ce sont les professeurs, quels sont les moyens qu'on peut mettre à leur disposition. Il nous reste encore 4 minutes donc pour clôturer là-dedans. Pour former des enfants, il faut que les gens qui leur apprennent soient eux-mêmes formés. Et du coup, c'est quoi les meilleurs moyens? Denise, peut-être d'abord, et Crispin, et comme ça, on clôture là-dessus. Ok, bon. C'est d'une manière simple, moi, je crois, pour former ces formateurs, il faut d'abord connaître la matière que nous-mêmes, nous allons dispenser auprès de nos formateurs, les formateurs des formateurs. Et aussi, cette matière-là dépendra des livres, soit physiques, qu'on va imprimer avec des photos, photos didactiques pour comprendre ce que font les autres et que nous aussi, nous pouvons faire. Et aussi avec nos pratiques locales qu'on va marier ensemble pour nous aider à avoir un modèle propre à nous. Très bien, très bonne idée. Et je ferai un wrap-up avec ça. Et vous, Crispin? Je crois aussi qu'au-delà de ce que Denise a mentionné, de formateurs, bien sûr aussi, il faut aussi aller par des actions peut-être pratiques, hein, par place sur terrain. Parce que ce sont de meilleurs exemples, parce qu'on ne presse pas de bons exemples sur terrain qui pourront quand même changer des communautés. Si quelqu'un voit quand même, que, par exemple, pour des actions de plantation peut-être d'arbres, si tu vois quand même, certaines font des actions de plantation d'arbres dans les régions pour limiter tout ce qui est concernant la dégradation de terre. Peut-être demain ou après-demain, l'autre beaucoup plus prendra conscience de pouvoir répéter des mêmes actions dans le cadre de préservation beaucoup plus de la lutte contre ce fléau-là. Et que ça va constituer un impact, une chose aussi importante à la longueur au fil du temps. Très bien, très bien. Je pense que ce sont de très belles phrases de fin. Il nous reste encore 2 minutes. J'ai regardé le chat pour voir si on avait des questions. Je n'en ai pas vu venir, en tout cas. Juste pour clôturer et peut-être annoncer la façon dont l'ensemble des personnes qui ont pu se connecter ou qui voudraient regarder ce webinaire plus tard qui sera diffusé sur YouTube, sur la chaîne YouTube de RECAT. Et donc, vous pourrez retrouver ces 2 interventions de Denise et de Crispin sur le réseau YouTube. Et ce que je retiens, moi, sur cette fin et sur vos 2 phrases, l'un et l'autre, c'est quelle est la capacité à amener de l'éducation par l'exemple de ce qui se fait ailleurs, et ça, c'est ce que vous disiez, Denise, et par l'exemple de ce qui se fait localement, d'apporter la preuve que quand on met en œuvre, ça marche, que quand on fait ensemble, ça marche, et que globalement, le sujet du changement climatique, c'est un sujet qui nous concerne tous, il ne concerne pas les uns ou les autres, c'est un sujet qui nous concerne tous, qui concerne en fait l'ensemble des êtres vivants qui sont dans cette biosphère, et nous faisons partie de cette biosphère. On n'est pas indépendant de la biosphère, on ne vit pas à côté de la biosphère, on est à l'intérieur de la biosphère, et que quand on fait du mal à la biosphère, les premiers à être impactés, c'est aussi notre espèce, c'est l'espèce humaine qui n'est pas l'espèce en plus la plus robuste, on va dire, du système de la nature, mais c'est celle qui est en capacité de faire le plus de tort dans la nature. Donc, comment on répare nous-mêmes l'ensemble de nos erreurs? Ce n'est pas préserver la planète, c'est se préserver nous-mêmes. Donc, merci beaucoup. Merci à tous les deux pour vos interventions. Merci, Denise. C'était vraiment très inspirant. Bravo pour vos actions. Merci, Crispin. Merci pour vos engagements. Merci pour votre engagement
pour l'ensemble de ce que vous faites dans vos communautés, l'un et l'autre, la façon dont vous accompagnez voilà, ces personnes qui ont peut-être moins de connaissances que vous, qui ont moins de capacité à drainer du monde derrière eux. Et vous, vous êtes leur porte-voix et vous êtes d'extraordinaires porte-voix. J'ai été très, très fière de faire ce webinaire avec vous. Merci à vous deux. Je suis très contente d'être votre correspondante sur la partie francophone. Et nous, on se dit à bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Thérèse. Merci Richard. Merci beaucoup. Merci.